Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui nous commençons notre dernier chapitre d'histoire qui s'intéresse à la société française des années 1950 aux années 1980. C'est-à-dire les mêmes bornes chronologiques que le chapitre 10, le même pays, la France, sauf que là plutôt que de s'inspirer de la politique, de changements au niveau de la Constitution, de la République, des présidents, nous allons nous intéresser au plus près à la société française. Comment les Français et les Françaises changent de mode de vie au cours de ces 30-40 années. Alors avant de commencer, une petite histoire de notre ami Nasreddin, où on le voit là être résolument antimilitariste. Antimilitariste, c'est-à-dire opposé à la guerre. Parce que regardez ce qu'il nous dit. C'était la guerre. Nasreddin, qui avait eu le malheur d'y participer, reçut une flèche qui se planta dans sa tête. On le transporta vite vers les lignes arrière pour le soigner. De deux choses l'une, dit le médecin. Ou bien la flèche n'a pas traversé l'os, et là je pourrais le sauver. Ou bien elle a touché le cerveau, et dans ce cas, il n'y a rien à faire. Nasreddin leva la tête péniblement et dit « Aucun risque, docteur, aucun risque !»« Et comment le sais-tu » s'étonna le médecin. « Si j'avais vraiment un cerveau, je n'aurais jamais fait la guerre. » Voilà. Bon, sur ce, donc, chapitre 11, la société française des années 1950 aux années 1980. Et une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas une citation pour introduire ce chapitre, mais bien deux. La première, elle vient des manifestations étudiantes de mai 68 disant « il est interdit d'interdire ». Vous voyez, je n'ai pas d'auteur parce que le propre de ce mouvement de mai 68, c'est qu'il ne voulait pas voir un leader politique parler à la place des étudiants et du mouvement social. En ce sens-là, il ressemble un petit peu aux Gilets jaunes dans la volonté qu'il avait, ce mouvement de mai 68, de ne pas être récupéré politiquement. Donc, il est interdit d'interdire, ce qui est quand même un paradoxe, parce que en interdisant d'interdire, vous interdisez quand même quelque chose, mais néanmoins, on peut lire ce slogan comme un refus de l'autorité. Et comment réagit le général de Gaulle ? Il réagit en leur disant « la récréation est finie ». Il prononce cette phrase le 18 mai 1968. C'est extrêmement méprisant. C'est-à-dire, la récréation, c'est ainsi que l'on parle à des écoliers. Là, il s'agit d'étudiants majeurs à qui il explique, voilà, bon, vous avez manifesté, vous avez fait une petite émeute, très bien, maintenant vous retournez en classe, s'il vous plaît. La récréation est finie. Donc ça montre véritablement que dans ces années-là, il y a deux France qui n'arrivent plus à communiquer, qui n'arrivent plus à s'entendre, et une certaine coupure finalement entre une partie de la jeunesse séduite par les idées, on va dire, de gauche, et une part de la population peut-être plus âgée qui, elle, a connu la guerre et qui a un attachement à la figure du général de Gaulle et à des valeurs plutôt traditionnelles. Enfin, quoi qu'il en soit, mai 68, on en parlera beaucoup plus longuement dans la troisième vidéo de ce cours qui s'intéressera particulièrement finalement à cette société en mouvement et aux impacts qu'a eu mai 68 sur la société, parce que si mai 68 ne fut pas une victoire politique pour la gauche, comme on l'a vu dans le chapitre 10, puisque quand il dissout l'Assemblée nationale, De Gaulle obtient à nouveau une majorité à droite, donc ça n'est pas une victoire politique. Par contre, on peut dire que ça a eu des retombées sur la société, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment pour ce qui touche à l'émancipation des femmes, par exemple. Donc problématique, quelles sont les transformations de la société française dans la seconde moitié du XXe siècle? Alors, première chose, une France en croissance. Alors, ce terme en croissance, on peut l'entendre de deux choses. Une France en croissance parce que sa population augmente. Oui, vous allez voir, elle augmente très fortement. Et aussi une France en croissance économique. Généralement, quand on parle de la croissance, on parle de la croissance économique. Alors, il faut savoir que après la Seconde Guerre mondiale, il y a en France une explosion du nombre de naissances. C'est ce qu'on appelle le baby boom. Effectivement, les conditions de vie sont meilleures. Il y a plus d'espoir, plus de projets dans la population, et donc la population fait des enfants. Mais ce baby boom, il durera plus d'une vingtaine d'années
Donc ce n'est pas uniquement pour fêter, on va dire, que la victoire, que les Français se lâchent, mais c'est vraiment sur plusieurs décennies que le niveau de naissance va être très important en France. On le mesure ça à l'aide du taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme. On voit que de 46 finalement au milieu des années 60, donc pour une vingtaine d'années, eh bien l'indice de fécondité est au-dessus de 2,5. 2,5 enfants par femme, c'est important. Il faut savoir qu'au-dessus de 2, du coup, eh bien, la population augmente. Donc ça, c'est le taux de fécondité. Et vous voyez le nombre de naissances qui explose durant le baby boom. Alors là, on n'a qu'une partie de 1957, mais finalement, ça continue, cette augmentation de naissances, jusqu'à peu près aux années 70-74. Aujourd'hui, depuis les années 70, le taux de fécondité a bien diminué. Il est aujourd'hui autour de 1,8 enfants par femme. Ça reste au-dessus de la moyenne européenne, mais c'est en dessous du seuil de renouvellement de population. Alors vous verrez l'année prochaine, dans les chapitres de géographie, que néanmoins la population française va continuer à augmenter, même si l'indice de fécondité est inférieur à 2 enfants par femme, parce que déjà, on a un solde migratoire positif, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui viennent s'installer en France que de Français qui quittent la France pour s'installer à l'étranger, solde migratoire positif, et en plus, allongement de l'espérance de vie, donc ça aussi, ça fait que la population augmente un petit peu. Quoi qu'il en soit, un baby boom jusqu'en 1965, et puis ensuite, la baisse de la fécondité diminue, et provoque donc, avec l'augmentation de l'espérance de vie, ce qu'on appelle un vieillissement de la population. Regardez, là, vous avez deux pyramides des âges, la France en 2020, donc aujourd'hui la France en 1960. Et en fait, cette pyramide des âges, il faut lire des tranches, donc 0, 4 ans, 59 ans, donc des tranches de 4 ans à chaque fois, où vous avez le pourcentage du total de la population masculine qui a cet âge. Donc aujourd'hui, finalement, parmi toute la population masculine française, il y en a 2,8% qui ont entre 0 et 4 ans. Donc, les jeunes, finalement, sont moins nombreux que les populations âgées. Donc là, on est dans le cadre d'un vieillissement de la population, parce que finalement, le sommet est plus large que la base. Là, c'est l'inverse. La base est importante, c'est-à-dire beaucoup de jeunes, et au contraire, le sommet est très réduit. Alors, c'est assez intéressant, regardez là, pourquoi on a un creux ici? Eh bien, c'est les gens qui ont entre 40 et 44 ans en 1960. Entre 40 et 44 ans en 1960, c'est que vous êtes né entre 1920 et 1916, donc en pleine Première Guerre mondiale. Donc là, effectivement, on voit un déficit de naissance sur cette génération qui est la génération de la Première Guerre mondiale. Là, c'est la génération de la Deuxième Guerre mondiale. Et 10-14 ans, c'est-à-dire juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on a un indice de fécondité que l'on n'avait jamais vu jusque-là en France et qui fait que finalement, on a énormément de jeunes. Donc dans les années 60, une population jeune, et puis progressivement, eh bien, le nombre de jeunes qui naissent diminue, et donc ça engendre un vieillissement de la population. Donc, parlons maintenant des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, c'est une période qui va de 1945 à 1975, ça dure 30 ans, c'est pour ça qu'on appelait 30 Glorieuses, malin. Et c'est une période de réussite économique. Là, l'économie française se porte extrêmement bien, on le voit ici. Regardez, le PIB est en forte croissance, en moyenne, il est au-dessus de 5% de croissance par an. C'est énorme. Le PIB, en fait, c'est le produit intérieur brut, c'est l'ensemble des richesses créées par un État sur une année. Donc, plus le PIB augmente, plus le pays s'enrichit. Et donc, on voit que là, le PIB évolue beaucoup plus vite, finalement, durant les 30 Glorieuses, que par la suite. Il stagne. Et vous voyez, à l'occasion de la crise économique qui suit 1974 et à la crise économique de 2008, le PIB qui est même négatif. Moins 1, moins 3%. Sachez, j'ouvre une petite parenthèse, mais du fait du coronavirus, j'ai lu un article sur Le Monde qui évalue la baisse du PIB pour l'année 2020 en France à moins 10 à moins 15%. Donc,
Autant vous dire, je ne dis pas ça pour vous paniquer, mais la crise économique maintenant qui attend la France n'a aucun équivalent depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que toutes les crises économiques que l'on a vécues jusque-là, c'était moins 1%, moins 3%, mais le moins 10 à moins 15%, on ne l'a jamais vu. Et si ensuite on reprend un taux de croissance de l'ordre de 2%, il faudra en gros 7 années pour rattraper le niveau d'avant-crise. C'est comme si finalement on produirait autant de richesses en 2027 qu'en 2019. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, là nous parlons des 30 glorieuses, une période où tout va bien, les entreprises vont bien, font des profits, créent des emplois, et du coup il nous faut des travailleurs. Ces travailleurs, les entreprises, elles peuvent faire appel aux femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à travailler, surtout dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services. Mais les entreprises font aussi appel à une main-d'œuvre immigrée, et on remarque finalement une légère augmentation, mais une augmentation continue de la population, du pourcentage de population immigrée dans la population française, qui est aujourd'hui un peu au-dessus de 8%, alors qu'il était à peine à 5% de la population totale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, la France fait appel à une main-d'œuvre immigrée qui provient, comme on le voit ici, soit d'Europe du Sud. Bon, il y a les Polonais et Belges qui ne sont pas d'Europe du Sud, mais qui deviennent vite minoritaires, alors qu'on voit une forte augmentation du nombre d'Espagnols, de Portugais et même d'Italiens. Donc ça, c'est l'Europe du Sud. Et aussi d'Afrique. Alors, j'ai un tout petit problème avec ce graphique, c'est que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi là, on met africain, et là, algérien, tunisien, marocain? C'est-à-dire qu'on insinue finalement que le Maghreb, l'Algérie, Tunisie, Maroc, ne fait pas partie de l'Afrique. Ce qui est, selon moi, assez gravissime. Parce que c'est comme si finalement on distinguait, comme au temps de la colonisation, l'Afrique dite blanche, qui est l'Afrique du Nord, et le reste du continent africain, qui était appelé alors l'Afrique noire. Mais à part des gens extraordinairement racistes aujourd'hui, personne n'oserait parler d'Afrique noire ou d'Afrique blanche. Donc du coup, le distinguer africain d'Algérien, Tunisien, Marocain me semble très contestable. Ils auraient pu mettre juste autre africain que cela. Mais je suis désolé, Algérie, Tunisie, Marocain, c'est aussi l'Afrique. Quoi qu'il en soit, je referme cette parenthèse. On va dire que du coup, le nombre d'étrangers résidant en France a fortement augmenté depuis 1946, que c'était dans un premier temps surtout des étrangers provenant d'Europe, et puis à partir des années 70, les immigrés européens tendent à diminuer, alors qu'au contraire, les immigrés originaires d'Afrique augmentent. Quoi qu'il en soit, on peut dire qu'aujourd'hui, on a une situation de moitié-moitié. La moitié des immigrés vivant en France sont originaires d'Europe du Sud, l'autre moitié plutôt d'Afrique du Nord. En gros, ça reste la même zone géographique. C'est juste une rive ou l'autre de la Méditerranée. Alors comment ça s'explique? Eh bien, généralement, ces migrations-là sont des gens qui quittent leur pays pour aller dans un pays où on les paye mieux, où ils auront plus de pouvoir d'achat, ce qu'on appelle des migrants économiques. Et donc finalement, l'Espagne, le Portugal, l'Algérie sont des pays quand même relativement proches de la France, où il y a un assez gros écart de développement, et du coup c'est tentant pour les populations de ces pays-là de s'établir en France où les salaires sont plus élevés. Ça, c'est ce qu'on observe un petit peu partout, hein. Ces flux des pays plus pauvres vers les pays plus riches limitrophes. C'est par exemple le cas aussi entre le Mexique et les États-Unis. Donc, les entreprises font appel à une main-d'œuvre immigrée d'Europe du Sud et d'Afrique. Les femmes sont plus nombreuses à travailler et les ruraux quittent aussi en masse les campagnes pour s'établir en ville du fait de l'exode rural. Donc, si on ajoute tout ça, on remarque qu'il va falloir loger tous ces gens-là en ville. Et c'est pour ça que c'est de cette période que date la création des grands ensembles. Les grands ensembles, finalement, c'était ces sortes d'immeubles d'habitation. Ici, on a une photographie de Sarcelles, en banlieue parisienne, qui a été construit dans la précipitation pour loger tout ce monde-là. À la base, les grands ensembles, c'était des logements temporaires. Sauf que les populations les plus riches, parmi celles qui vivent dans les grands ensembles, ont généralement déménagé pour aller vivre dans des pavillons de banlieue avec une maison individuelle, un jardin, etc. Et du coup, dans les grands ensembles, ne sont restées que les populations les plus pauvres, dans des logements qui, comme je l'ai dit, n'avaient pas été pensés pour durer, mais qui n'ont pas été détruits. Et donc, du coup,
Aujourd'hui, finalement, ces grands ensembles cumulent les difficultés parce qu'elles accueillent dans des espaces assez exigus, avec une forte densité de population, des personnes qui ont généralement des difficultés financières derrière. Il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque-là, on crée ces grands ensembles parce qu'il y a une pénurie de logements et il y a de véritables bidonvilles en banlieue des métropoles, comme le célèbre bidonville de Nanterre, qui exista jusqu'aux années 70 et qui a abrité plusieurs dizaines de milliers de personnes. Vous voyez derrière les maisons individuelles, les grands immeubles, les grues, et pourtant au premier plan, des gens qui vivent dans des bidonvilles qui rappellent les favelas du Brésil ou les townships d'Afrique du Sud. Donc en France aussi, il y a 50 ans, nous avions un certain nombre de bidonvilles pour abriter toutes ces populations. Donc, si je résume, de 1945 à 1975, la population française augmente fortement pour deux raisons. Parce qu'il y a beaucoup de naissances, le baby boom, et parce qu'on fait appel à une main-d'œuvre immigrée pour venir finalement travailler dans nos usines qui connaissent une progression économique considérable. Du coup, un changement un petit peu dans la morphologie de la population française qui s'ouvre à d'autres influences, notamment d'Europe du Sud, d'Afrique du Nord. Nous allons voir dans une deuxième partie, du coup, pourquoi ces 30 Glorieuses s'arrêtent à partir de 1975, quel est l'élément déclencheur et quelles conséquences cela a-t-il eu sur la société française.